Tony Beats mène une guerre sur deux fronts, et pour la première fois depuis longtemps, les deux batailles semblent échapper à son contrôle. À seulement 3 kilomètres de sa concession, des incendies de forêt ravagent les terres, envoyant une épaisse fumée à l'horizon et menaçant tout ce que son équipe a construit. Au même moment, sa machine de traitement de l'or la plus critique est à l'arrêt depuis 5 heures consécutives, drainant près de 8 000 $ chaque heure sans aucune solution en vue. Avec des prix de l'or à des sommets historiques et plus de 9,5 millions de dollars déjà enregistrés cette saison, cela aurait dû être le moment où Tony se sentait imparable. Au lieu de cela, tout commence à se briser au pire moment imaginable. Même Tony peut à peine se résoudre à observer le marché de l'or en ce moment, car les chiffres semblent presque irréels. Les prix ont grimpé si haut que même les mineurs expérimentés ont du mal à croire ce qu'ils voient, sachant que de telles opportunités ne se présentent pas souvent. Pour la plupart des gens, ces prix constitueraient une sécurité. Pour Tony, cela crée encore plus de pression, car il comprend exactement à quel point des moments comme celui-ci peuvent être temporaires. Il a vécu suffisamment de boom pour savoir que ce qui semble permanent aujourd'hui peut disparaître demain sans avertissement. Cette urgence motive chaque décision qu'il prend. Tony refuse de perdre un temps précieux à célébrer les chiffres sur papier, car le papier ne signifie rien s'il ne devient pas de l'or véritable à la banque. Il ne cesse de répéter le même état d'esprit qui a bâti son empire dans le Klondike, continuer à couper du terrain, continuer à nourrir la plante et ne manquer aucune opportunité. La saison ne ralentit pour personne. Et Tony refuse d'être l'homme qui regarde en arrière et se rend compte qu'il a laissé le plus grand marché de l'or depuis des années lui échapper. L'incendie de forêt qui brûle près de son opération n'est pas traité comme une nouvelle d'actualité par Tony, car dans son monde, le danger fait partie de la vie quotidienne. Les incendies, le gel, les inondations, les pannes d'équipement et l'effondrement du sol sont autant de réalités auxquelles les mineurs du Klondike sont confrontés. Lorsqu'une épaisse fumée orange traverse le ciel et bloque la lumière du soleil, son équipage s'arrête pour regarder l'horizon. Tony lève à peine la tête. Alors que d'autres voient le danger rapprocher, lui voit une autre distraction essayant de voler un temps de production précieux. La fumée s'alourdit à mesure que la journée avance, couvrant le ciel d'une étrange brume orange qui rend l'ensemble de la revendication apocalyptique. La visibilité diminue, l'air devient plus difficile à respirer et le feu reste dangereusement proche. Si l'incendie de forêt atteint son exploitation et que les autorités forcent une évacuation, la saison ne s'arrête pas et n'attend pas le retour de Tony. Cela se termine immédiatement. Et tout ce qui figure dans les livres, à ce moment précis, devient définitif. Cette réalité rend chaque minute encore plus précieuse. L'exploitation de Tony's Indian River produit normalement environ 330 onces d'or chaque semaine lorsque Lucifer fonctionne sans interruption. Aux prix actuels de l'or, cela équivaut à plus de 420 000 $ tous les 7 jours. Ces chiffres sont stupéfiants, mais ils n'existent que lorsque les machines fonctionnent correctement. Dès l'instant où l'équipement s'arrête de fonctionner, chaque heure qui passe transforme le profit en perte, et Tony connaît les calculs mieux que quiconque. C'est pourquoi il continue de parler de richesse générationnelle au lieu de simplement passer par une belle saison. Tony ne recherche pas le succès à court terme, ni le droit de se vanter. Il essaie de construire quelque chose qui durera bien au-delà de sa propre carrière, quelque chose dont sa famille pourra bénéficier longtemps après l'arrêt de l'exploitation minière. Mais les rêves de richesse générationnelle doivent être exécutés sans relâche, ce qui signifie transformer chaque semaine possible de ce marché de l'or historique en onces réelles, extraites du sol. C'est alors que survient la catastrophe. Lucifer, le cœur battant des opérations de Tony à Indian River, se tait soudainement. L'immense usine de lavage flottante est chargée de traiter le gravier aurifère brut et de séparer l'or précieux grâce à une combinaison d'eau et de force mécanique. Lorsqu'il fonctionne, l'argent coule sans arrêt. Lorsqu'elle s'arrête, toute l'opération se bloque et Tony commence immédiatement à perdre environ 8 000 $ par heure. 5 heures s'écoulent et les pertes approchent déjà les 40 000 $. Le silence venant de Lucifer semble presque contre nature, car cette machine est normalement le moteur qui fait tout avancer. Contrairement aux opérations minières traditionnelles qui reposent sur des installations de lavage fixes construites sur Terre, le système de Tony flotte directement sur l'eau. Cette mobilité lui permet de traiter des terrains que d'autres mineurs auraient du mal à atteindre. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles son exploitation surpasse constamment les autres mineurs du Klondike.
Il n'y a pas de machine de sauvegarde en attente pour sauver la situation. Il n'y a pas de remplaçant d'urgence à proximité. Lorsque Slucifer s'arrête, l'ensemble des opérations d'Indian River cesse de respirer. Le gravier que son équipe a travaillé si dur pour préparer continue de se déplacer dans l'eau et l'or potentiel s'éloigne chaque heure qui passe. Ce qui devrait être une saison historique est soudainement prise en otage par une simple panne mécanique. Le problème remonte au moteur d'entraînement du plateau vibrant. Le système dépend d'un mécanisme appelé mécanisme de démarrage progressif qui augmente progressivement la puissance électrique lorsque le moteur démarre. Cette augmentation contrôlée protège le moteur contre une violente surtension électrique d'un seul coup. Sans cette protection, le processus de démarrage devient extrêmement dangereux et peut détruire des composants critiques en quelques secondes. Lorsque l'équipage installe le moteur de remplacement et tente de redémarrer le système, l'espoir ne surgit que pendant un bref instant. Le moteur commence à tourner lentement, presque comme s'il voulait reprendre vie. Puis, tout s'arrête à nouveau. L'écran fait clignoter le même message à plusieurs reprises. Code défaut, 22 défauts de surcharge. Chaque tentative de redémarrage se termine exactement de la même manière. Et chaque échec entraîne la disparition de milliers de dollars supplémentaires. James aborde la crise comme un mécanicien qui sait que la panique ne résout rien. Il étudie l'historique des diagnostics, examine chaque cycle de démarrage ayant échoué et identifie un modèle clair. Le moteur continue de s'arrêter exactement au même moment lors du démarrage sans jamais dépasser la demande de couple initiale. Cette cohérence pointe vers un coupable probable. Le système de démarrage progressif ne fournit plus suffisamment de puissance électrique. La solution semble simple sur le papier, mais comporte d'énormes risques. Contourner le démarrage progressif enverrait du courant électrique brut directement dans le moteur sans monter en puissance progressive. Aucune protection, pas de tampon de sécurité. Juste la pleine puissance frappant le système instantanément. En théorie, cela pourrait relancer Slucifer. En réalité, cela pourrait créer un désastre encore plus grave. Le générateur sur site n'a jamais été conçu pour répondre seul à ce type de demande. Il a été conçu pour fonctionner avec le système de démarrage progressif, les deux composants s'équilibrant parfaitement. Supprimer un élément de cette équation et le système tout entier devient instable. Le moteur demande plus de puissance au démarrage que ce que le générateur peut fournir, obligeant le système à des arrêts répétés. Encore et encore, il tente de redémarrer la machine. Encore et encore, le même code défaut apparaît. Code d'erreur 22. Défaut de surcharge. L'incendie de forêt brûle toujours au loin, la fumée continue d'engloutir le ciel, et Tony regarde des milliers de dollars disparaître toutes les heures, alors que sa plus grande opportunité ne tient qu'à un fil. Au Klondike, les fortunes se bâtissent sur le timing. À l'heure actuelle, le temps est exactement ce que Tony n'a plus. Le générateur est juste sous-dimensionné pour démarrer cette unité sans démarrage progressif. Si ce moteur était juste un peu plus gros, vous vous en sortiriez sans problème. Une inadéquation de taille, pas une panne catastrophique, pas un moteur grillé ou un tableau de commande détruit, un chiffre qui est juste assez faux pour faire la différence entre 8 000 $ de l'heure gagnée et 8 000 $ de l'heure perdue. Dans tout autre contexte, il s'agit d'un problème gérable avec un correctif du lundi matin. Ici, avec une saison qui s'écoule et des incendies qui brûlent à 3 km, c'est le genre de contrainte qui interrompt la planification d'une année si la réponse est lente. Tony absorbe le diagnostic sans argument. Le générateur actuel ne peut pas démarrer Sloot en dur. Le démarrage progressif ne peut pas être réparé sur site assez rapidement pour avoir de l'importance. Il existe une voie à suivre viable. La solution probablement la plus simple consiste à faire appel à un générateur plus gros. Il sait exactement où se trouve le monstre hybride. Le plus gros générateur se trouve sur place. L'amener à Sloot est le problème. L'usine flottante est garée à 1,5 km de là sur le terrain accidenté du Klondike. Et il n'existe aucun moyen de transport spécialement conçu pour déplacer 5 tonnes dans un court délai. La solution de Tony, soudère le générateur directement à l'avant de son poseur de canalisation. Au lieu de l'enlever, on va souder ce putain de truc. Mais tu as le réservoir de carburant. Vous avez tout ce qui est branché, alors pourquoi déconner? Une machine vieille de 50 ans qui est toujours opérationnelle parce que Tony a passé des décennies à l'entretenir
et à conduire l'ensemble de l'engin assemblé sur un mile jusqu'à la position de Sloot. Peu importe à quoi cela ressemble. Peu importe ce qu'il faut. Vous improvisez n'importe quoi pour vous relever et repartir. La soudure avance vite, 2 hommes aux torches se déplacent avec l'urgence de gens qui savent ce que signifie 8 000 $ de l'heure. Nous sommes en panne depuis 4 jours, cela fait donc beaucoup d'onces qui nous manquent. Et avec le prix de l'or de nos jours, cela représente beaucoup d'argent. En moins de 30 minutes du début à la fin, le générateur s'est fixé à l'avant du poseur de canalisation. Ce n'est pas une configuration gracieuse. 5 tonnes de générateur boulonnés vers l'avant sur une machine conçue pour un autre type de transport. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit gracieux. Il doit tenir pendant 1 mile et une livraison. Le poseur de canalisation prend le poids combiné et se déplace. La note du moteur s'approfondit sous la charge. Les chenilles mordent le sol du Klondike au rythme délibérément soutenu d'une machine travaillant au plus près de ses limites. 1 mile à ce rythme n'est pas rapide. Chaque minute de transit est une autre minute. Sloot reste silencieux enregistrant toujours des pertes de 8 000 $, l'heure toujours en retard, sur le rythme de 330 onces par semaine requis par la saison de Tony. La fumée des incendies de forêt s'étend épaisse à travers la vallée. La lumière orange qui l'a filtré toute la matinée est toujours là. Les incendies n'ont pas bougé. Le convoi le traverse. Moteur bruyant, chenilles lentes. 5 tonnes de solution broyées sur 1 mile de terrain accidenté. Il n'y a aucune élégance là-dedans. Il y a un mouvement en avant, et cela suffit. Il arrive à la position de Sloot. Le poseur de canalisation s'arrête. James et son équipe se déplacent immédiatement sans attendre d'instructions, sans discuter de la séquence. Le plus grand générateur se connecte au système électrique de Sloot. Le câblage contourne le démarrage progressif défectueux, coupant entièrement le composant défectueux du circuit et délivrant la totalité de la charge de courant de démarrage à froid directement au moteur d'entraînement du plateau vibrant. C'est à ce moment-là que les 5 dernières heures portent leurs fruits ou que le problème s'aggrave. Courant de démarrage difficile, pleine puissance tout à la fois. Bien génial, merci beaucoup. Sloot se déclenche. Le plateau shaker commence à bouger lentement au début, puis trouve son rythme. Le rythme mécanique d'une usine faisant ce pourquoi elle a été construite. Après 5 heures et environ 40 000 $ d'arrêt, l'exploitation d'Indian River est de retour sur l'or. Le chronomètre qui a duré 5 heures contre Tony tourne désormais à nouveau pour lui. Revenons alors. Le deck shaker trouve son rythme. Le gravier s'infiltre, l'or se dépose dans la vanne. Jasmine fait une blague sur le fait que Tony lave les pierres pour qu'il puisse lui remettre l'or directement, ce qui fait rire toute l'opération. La tension qui monte lors d'une panne du genre, calme et coûteux, où personne ne dit à haute voix que 8 000 $ quittent la saison, toutes les heures se brisent au moment où Sloot revient sur l'or. L'horloge ne recule pas. 2 jours et 2 nuits d'arrêt total ne disparaissent pas car la machine fonctionne à nouveau. À environ 8 000 $ de l'heure, 48 heures hors ligne représentent une perte de temps de production de l'ordre de 384 000 $. Ce numéro n'apparaît pas sur une facture de réparation. Cela apparaît à la pesée. On a perdu un peu. Nous avons eu des problèmes électriques, nous avons dû faire appel à un électricien et nous avons dû attendre. Nous pouvons réparer les choses, mais l'électricité, ce n'est pas notre truc. Le démarrage progressif a échoué. Pour le diagnostiquer, il fallait James. Amener James sur une concession isolée du Klondike, au milieu d'une saison d'incendie de forêt, ne se fait pas en 30 minutes. Cela se déroule selon l'horaire du spécialiste, et chaque heure passée à attendre est 1 heure. Ils ont donc dû faire appel à James, car il n'y a pas d'électricien en ville capable de gérer ce genre de choses. Sloot ne lave pas le gravier. Tony ne déguise pas cela et ne l'explique pas. 2 jours et 2 nuits, eh bien ce n'est toujours pas trop mal. On ne peut pas gagner tous les jours. Combien de jours avez-vous vraiment éclusé? Nous avons donc éclusé 2 jours et 2 nuits. Ouais, eh bien, ce n'est toujours pas trop mal cependant. Ouais, on ne peut pas gagner tous les jours. L'opération revient sur l'or. Les onces perdues pendant le temps d'arrêt ne sont pas récupérables. Le gravier d'Indian River continuait de se déplacer dans l'eau tandis que Sloot restait silencieux et l'or contenu dans ce gravier l'accompagnait. La seule mesure productive à présent est de veiller à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles lacunes. Gardez Sloot en marche, faites avancer le gravier, convertissez chaque heure de fonctionnement restante de cette saison en or au prix actuellement proposé par le marché. La pesée racontera l'histoire complète du coût réel du temps d'arrêt. Tony sait déjà que ce chiffre sera insuffisant.
Il revient vers Sloot et la machine tourne. Le son régulier mécanique et productif qu'il émet lorsqu'il fait son travail remplissant les réclamations, l'argent étant à nouveau gagné en temps réel. La pesée. L'échelle d'or est l'endroit où chaque heure de la saison du Klondike est convertie en nombre. La fumée de l'incendie. Les pannes de moteur, le convoi improvisé du générateur, les 40 000 $ de l'arrêt initial, les 2 jours d'attente de James. Tout cela apparaît ici comme un écart entre ce que lit la balance et ce qu'elle devrait. L'exploitation de Tony produit en moyenne environ 330 onces par semaine lorsque Sloot fonctionne à pleine capacité. Cette production hebdomadaire, aux prix actuels de l'or, se convertit en environ 420 000 $ par période de 7 jours lorsque la machine fonctionne sans interruption. Lorsqu'elle ne s'exécute pas, cette conversion s'arrête. Ainsi, le gravier continue de se déplacer dans la rivière, transportant son or là où Sloot ne se trouve pas. Aucune course intense par la suite ne comble cet écart spécifique. Les onces qui ont traversé la rivière Indian pendant la fermeture ont disparu définitivement de cette saison. Pour cette période raccourcie de 2 jours complets d'arrêt électrique, le décompte augmente en onces par incrément de 10-20, 30-40, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Lecture finale 120 et 1,1 once d'une valeur d'environ 420 000 $ au prix actuel de l'or. Au rythme opérationnel maximum 330 onces par semaine sur une période équivalente, cela devrait atteindre environ 1155 onces récupérables. L'écart entre 120 et 1,1 dans ce chiffre correspond au temps d'arrêt rendu visible dans la seule unité qui compte ici. Des onces non récupérées de l'or laissé dans le sol, car la machine qui aurait dû le trouver est restée silencieuse pendant 2 jours et 2 nuits. Chaque once dans cet espace représente du gravier qui a traversé la rivière Indian alors que Sloot ne le traitait pas. L'eau ne coule pas par l'écluse, l'or se dépose quelque part, on ne le trouvera pas cette saison. La machine fonctionne à nouveau maintenant. Ces onces ne reviendront pas. La saison absorbe la perte et les livres avancent. Le calcul qui fonctionne toujours. Plus de 9,5 millions de $ en banque. Environ 330 onces par semaine lorsque Sloot fonctionne sans interruption. Un environnement de prix. Tony a décrit la plus grande opportunité de sa carrière minière. Les pertes combinées dues à la panne électrique, 40 000 $ dues à l'arrêt du moteur pendant 5 heures, ainsi que les pertes supplémentaires sur 2 jours complets d'arrêt, sont de véritables soustractions du grand livre. Ils ne briseront pas la trajectoire de la saison si Tony parvient à maintenir le rythme opérationnel pendant les semaines qui restent. À 330 onces par semaine et aux prix actuels, chaque semaine propre sans panne génère environ 420 000 $. 3 semaines d'abstinence à partir d'ici comblent complètement l'écart dû à la panne électrique. 4 remet la saison sur la trajectoire vers l'objectif complet. L'incendie de forêt est la variable dont les mathématiques ne peuvent pas pleinement tenir compte. Une panne électrique a un chemin de diagnostic et une solution. Un démarrage progressif peut être contourné avec un générateur plus gros et 30 minutes de travail de soudure. Un incendie de forêt qui se rapproche de 3 km dans la mauvaise direction n'a pas de solution sur le terrain. Si les incendies se propagent vers la rivière Indian, la revendication et l'évacuation deviennent la seule option opérationnelle, la saison ne s'arrête pas. Cela se termine quel que soit le numéro inscrit à ce moment-là. Les incendies ont duré à 3 km toute la journée. Ils ne se sont pas rapprochés, ils ne se sont pas éloignés. Ne manquez pas l'occasion. La machine est en marche, les incendies n'ont pas bougé. L'opportunité est toujours là. Comment la culture tient? L'arrêt a mis à rude épreuve bien plus que les machines. Il a testé les personnes qui le dirigeaient. Lorsque Sloot est tombé en panne et que les codes d'erreur ont commencé à circuler, James a effectué le diagnostic sans drame. Il a lu le panneau retracer la logique du défaut de surcharge, éliminer le moteur lui-même comme cause première et a identifié le démarrage progressif comme point de défaillance. Pas une supposition, une séquence, avec des preuves à l'appui à chaque étape. Il a communiqué la contrainte à Tony en termes clairs et précis et a identifié d'un seul coup la solution de contournement. Lorsque Tony a demandé le transfert du générateur, l'équipe de soudage s'est immédiatement déplacée. 2 hommes au flambeau, le poseur de canalisation amené à côté du générateur de 5 tonnes.
Perles posées rapidement sur les points de montage suffisamment de structure pour maintenir la charge sur un mile à basse vitesse sur un sol inégal. En moins de 30 minutes du début à la fin, le convoi était en mouvement. James et son équipe ont géré sans délai le contournement électrique de Sloot. Pas de dépannage prolongé à l'arrivée, pas de complications découvertes nécessitant un autre rappel en ville. Le générateur connecté, le démarrage progressif isolé du circuit et le courant de démarrage brutal a frappé proprement le moteur. Personne n'a blâmé le démarrage en douceur et par bras pour exister. Personne n'a reproché à la situation d'être injuste. L'opération s'est adaptée à l'échec exactement de la même manière que l'opération de Tony s'est toujours adaptée en identifiant l'étape suivante et en la franchissant puis l'étape suivante. Cette culture s'accumule au fil des années de travail aux côtés de quelqu'un qui répond à chaque catégorie de problème avec la même approche fondamentale. Lorsque le chef regarde la fumée d'un feu de forêt à 3 km à la ronde et dit qu'il peut brûler ce qu'il veut, cette attitude se propage tout au long de l'opération. Cela ne nécessite ni discours, ni réunion matinale. Cela nécessite qu'une personne dans la bonne position démontre la bonne réponse de manière suffisamment cohérente pour que tout le monde autour d'elle l'assimile comme la norme. Lorsque Tony regarde une machine en panne générant 8 000 $ de pertes par heure et répond avec une soudure et un poseur de canalisation vieux de 50 ans et 30 minutes de travail rapide sur le terrain, James et le reste de l'équipe comprennent ce qui est attendu. Lorsque le correctif fonctionne et que Tony dit « bien génial, merci beaucoup »,« bien génial, merci beaucoup, monsieur », et passe immédiatement au problème suivant. Pas de cérémonie, pas de débriefing prolongé, pas de pause au jalon. Le rythme est donné et la direction est claire. James l'a diagnostiqué. L'équipe de soudage a transféré le générateur en moins de 30 minutes. James a terminé le contournement. Tony dit 3 mots et passa à autre chose. Cette séquence, ce diagnostic, cette exécution, ce mouvement vers l'avant sans pause, est la raison pour laquelle l'échec du démarrage progressif qui a coûté environ 40 000 $ en temps d'arrêt direct et beaucoup plus en perte de production au cours des 2 jours d'arrêt complet n'est pas devenu le genre de crise qui met fin à une saison. La réponse a été plus rapide que les dégâts. Cela n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'une culture construite délibérément au fil des années, une culture qui se manifeste sous une pression réelle, exactement quand cela est nécessaire. Toutes les opérations au Klondike sont confrontées à des pannes. La distinction entre les opérations qui survivent à ces pannes et celles qui n'y survivent pas ne dépend pas de la qualité de l'équipement ni de l'ampleur de la réclamation. C'est la rapidité et la qualité de la réponse. L'opération de Tony a répondu. James a diagnostiqué son diagnostic en quelques heures, pas en jours. L'équipe de soudage s'est déplacée en quelques minutes et non en quelques heures. Sloot était de nouveau en ligne le jour même où le problème a été identifié. Tant que nous pouvons continuer à trancher cela n'a pas d'importance. Ne manquez pas l'occasion, ce dont la saison a encore besoin. Sloot est en cours d'exécution. Les incendies sont toujours là, 3 km d'air rempli de fumée, entre l'exploitation de Tony et la limite des arbres, mais ils ne se sont pas rapprochés. Le chronomètre de la saison ne s'est pas arrêté pour rien. 40 000 $ de pertes lors de l'arrêt initial, 2 jours et 2 nuits d'arrêt absorbés et l'opération est toujours debout. C'est le seul type de progrès que permet le Klondike. La saison au Yukon a une fin difficile. Le gel s'effectue selon son propre calendrier et ne s'adapte pas aux objectifs de production. Lorsque la température baisse suffisamment, le sol se bloque, l'eau cesse de bouger. Par l'écluse et tout ce qui n'a pas été extrait à cette date reste dans le sol jusqu'à l'année prochaine. Un autre prix de l'or, un autre état du matériel, une saison qui n'est pas encore construite. Les 9 500 000 $ déjà mis en banque ne seront pas reportés pour compenser les coûts de l'année prochaine. D'où Tony se trouve actuellement pour atteindre l'objectif de la saison complète. Sloot doit fonctionner à un rythme proche de son rythme de 330 onces par semaine, avec un temps d'arrêt supplémentaire minimal pour le reste de la fenêtre opérationnelle. Il est possible de survivre à une autre panne électrique de 2 jours. Les mathématiques s'en accommodent. Une panne mécanique qui dure 1 semaine du genre de celle qui nécessite l'expédition de pièces de Whitehorse ou des spécialistes qui ne peuvent pas arriver l'après-midi même modifie le calcul. Tout scénario qui met hors service la revendication d'Indian River pendant 7 jours ou plus commence à mettre réellement en péril l'objectif pour l'année entière.
Indépendamment des millions déjà enregistrés, les incendies se situent à 3 km et la direction de la fumée change avec le vent. Jusqu'à présent, la direction a été gérable. Un événement météorologique violent, un changement de vent qui pousse la ligne de feu vers la réclamation et le calcul change complètement. Pas seulement pour la journée, mais potentiellement pour la saison. Tony avance dans la réclamation avec le rythme déterminé de quelqu'un qui a fait le calcul et c'est exactement ce que les semaines restantes doivent produire. Le sol gèlera quand il gèlera. Les incendies feront ce que font les incendies. La variable que Tony peut réellement contrôler est de savoir si Sloot continue de fonctionner, si James est joignable la prochaine fois que le code d'erreur 22 commence à fonctionner sur le panneau de commande, si l'équipe de soudage peut se déplacer assez vite lorsque la prochaine réparation improvisée est requise, si chaque heure de fonctionnement restante est convertie en onces au rythme de 330 par semaine qu'exige la saison. Le Klondike ne sera pas à court de problèmes d'ici le gel. D'autres pannes arrivent. Il fonctionne toujours à cette échelle d'exploitation, avec cet âge d'équipement et cet environnement. La panne du démarrage progressif ne sera pas la dernière panne électrique de la saison. L'incendie de forêt à 3 km ne sera pas la dernière alerte à un incendie. Chaque semaine, d'ici la fermeture du sol, une nouvelle pression s'exerce sur les vieilles machines qui tournent à la limite de leur capacité. Tony le sait. Son fonctionnement était construit autour de cela. La culture qui a remis Sloot en ligne en un seul jour est la même culture qui gérera tout ce qui suivra. Pour réduire l'écart et atteindre l'objectif de la saison complète à partir d'ici, Tony a besoin de semaines blanches. 330 en C, 420 000 $. Semaine après semaine avec Sloot en marche et les incendies restant en retrait et aucune autre panne de plusieurs jours ne rongeant la fenêtre. C'est le calcul précis entre les 9 500 000 $ déjà en banque et le montant que Tony s'était fixé pour objectif d'atteindre lorsque le sol a dégelé ce printemps. La machine est en marche, l'opportunité est ouverte, l'horloge se déplace dans une direction. Cette combinaison Sloot en marche-feu tenue à distance. James en numérotation rapide, équipe de soudage, capable de déplacer un générateur de 5 tonnes en moins de 30 minutes, et l'ensemble spécifique de conditions que Tony doit ramener à la maison cette saison. Pas de chance, pas un Klondike parfait. C'est exactement le même mouvement, en avant semaine après semaine, qui a permis de générer 9,5 millions de $ avant même que les pannes ne commencent. Le sol contient encore de l'or. La fenêtre de prix est toujours ouverte. Tony Beats a encore la saison pour l'obtenir. Et si les 5 dernières heures ont prouvé quelque chose, c'est qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas fait. De quoi Tony a-t-il besoin du reste de cette saison pour atteindre son objectif pour l'année complète? Et pensez-vous que le Klondike le lui donne? Déposez votre prédiction dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez suivre chaque panne, chaque pesée et chaque alerte d'incendie au cours de cette saison, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer.